Bonjour, c'est Mélodie et je suis sur Hot Game. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Hot Game, la petite interview piquante et craquante des personnalités du monde ludique et j'espère que vous jouez bien. Aujourd'hui, je reçois Meeple Bubble alias Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ouais. Ouais. Un petit peu stressée, mais ça va. Ouais. Mais t'as déjà goûté une fois, je t'ai déjà fait goûter une fois un petit truc comme ça, t'as fait C'est bien pour ça que je suis un peu stressée, parce que je sais que c'était pas le plus fort. Non, c'était pas le plus fort. Avant de commencer, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Aujourd'hui, au jour du tournage de la vidéo, on est en juin, on est fin juin, mais vous la regardez depuis le mois d'août 2024. Je suis à peu près à 180, 185 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à vous et n'hésitez pas à repartager la vidéo pour faire monter ce compteur. Petit objectif, atteindre les 250 et je pourrais peut-être à ce moment-là organiser un petit truc. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept de l'émission, toi tu as déjà regardé un petit peu, tu m'as dit. Des petits morceaux. Voilà, ouais. donc on est sur un concept d'interview, on va parler un petit peu de toi, de tes projets, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire, de qui tu es, en dégustant des petits snacks piquants, clairement inspirés des émissions Hot Ones qu'on peut trouver sur YouTube, émission de Ken Kojandi. Et je m'inspire aussi un petit peu parfois de l'ambiance, des questions, ou parfois de certaines présentations de Guillaume Play, l'émission Legend Media, et les émissions de Frédéric Lopez sur France 2, que j'apprécie beaucoup. Donc tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Est-ce que tu manges globalement déjà épicé? Je mange pas très épicé, mais ça me dérange pas de manger des plats épicés de temps en temps. Ouais. Tant que ça reste raisonnable, quoi. Le plus épicé que tu as déjà mangé, c'est quoi? Mis à part la chips que tu as déjà fait goûter. Mais... Ouais, je pense qu'on est pas mal sur la chips que tu m'as déjà fait goûter. Le plus épicé que j'ai mangé et que j'ai apprécié ou le Oui, plus oui, épicé oui. Ouais. Je sais pas, on peut être sur des repas. C'est une très bonne question. Mais c'est pour ça que je te la pose. Genre des burritos bien épicés ou des trucs comme ça. Ok. Ouais. Ah bien, on va voir quel va être ton niveau de tolérance à la piquance. Mais juste avant qu'elle ne commence à déguster, je vous invite à cliquer sur vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour notification. Et si vous écoutez le podcast, mettez 5 étoiles. Tu es prête? Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Ok. On est passé maintenant sur la traditionnelle petite ambiance bleue. Et donc, avant de commencer les petites questions, la petite interview, à chaque séquence, nous devons vider le plat de la couleur de l'ambiance. Ah oui, on commence par ça. On commence par ça. Et donc, on doit le vider. Et on doit le vider. On doit le vider. Il n'y en a que 4. Oui. Oui, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1, voilà. Là, ça va, mais en fait, quand C'est tu m'as dit ça, j'ai commencé à le niveau angoisser pour noob. la fin, là. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est bleu, déjà? Parce que c'est une poudre de révélation. Ok. Donc c'est pour que je dise plein de choses ensuite? Voilà, en fait, si tu as l'intention de mentir, ta langue sera toute bleue. Ah, ok. 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 Santé. Petit côté citronné. Ouais, ça va. C'est bon, en fait. C'est bon, hein? Après, ça commence déjà à venir piquer un peu derrière, mais... Ouais. Comme un petit poivre, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Bien, alors, première séquence. Ta carte d'identité. Qui tu es? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu... Voilà. Qui tu es? Que fais-tu? Par où je commence? Dans la vie de tous les jours... Alors, je m'appelle Mélodie Ladra, j'ai 28 ans. J'ai hésité sur mon âge, c'est dur. Oui, oui. J'ai 28 ans et dans ma vie de tous les jours, je suis psychologue au sein de l'aide sociale à l'enfance à Bourges. En psychologie? Je suis psychologue à l'aide sociale à l'enfance, donc j'accompagne des familles pour lesquelles il y a des mesures éducatives ou des mesures éventuellement de classement. Donc on accompagne les enfants principalement, mais aussi les parents ou les aidants familiaux autour pour permettre aux enfants de grandir correctement.
Tu utilises le jeu de société dans ton boulot en termes d'outils psychologiques avec les enfants? Oui, alors à plusieurs niveaux en fait. Déjà pour créer une alliance thérapeutique en fait avec les enfants, ça marche trop bien. Il y a pas mal de jeunes que j'accompagne qui savent qu'à la fin de la séance, on aura un temps où on va jouer ensemble et ça permet de terminer sur un moment positif aussi ensemble. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, en tout cas pour qu'ils aient envie de revenir me voir la prochaine fois, au moins. Ouais. Après, j'utilise le jeu au sens large, le jeu avec les petits Playmobil, les figurines, etc. On apprend beaucoup sur les enfants avec ça aussi, sur les représentations qu'ils ont d'une famille, sur la façon dont ils vivent leur situation de placement. Ça, c'est pas mal de choses qu'on peut travailler à travers le jeu. En jeu de société, alors par exemple, j'aime bien utiliser le totem. Je sais pas si ça te parle. Oui. Voilà, ne serait-ce que... en fait, on a beaucoup La petite boîte noire, c'est ça, hein? Ouais, la petite boîte noire, c'est ça qui... En fait, l'objectif, c'est de trouver ton animal totem. Donc, d'associer une carte animale avec une carte qualité, ou voire plusieurs cartes qualité. Et normalement, dans le jeu de base, c'est les autres joueurs qui te les associent. Donc, tu passes la partie à recevoir des compliments de tout le monde. Et c'est hyper gratifiant et c'est trop agréable. Et là, ça me permet de travailler l'estime de soi avec les jeunes que j'ai, parce que c'est souvent quelque chose qui est bien attaché à l'aide sociale à l'enfance, où ils ont vécu des situations de violence, de maltraitance, et où c'est quelque chose à travailler, en tout cas, avec eux. Donc voilà, si tu es là, c'est que tu es une grande joueuse de jeux de société. On te connaît généralement pour ton compte Instagram qui s'appelle... Meeples Bubbles. Meeples Bubbles, ok. Ouais. On en parlera un tout petit peu plus tard de ton compte Insta. Au niveau de ton actualité, là, elle est chaud bouillante. Elle est chaud bouillante. Elle est chaud bouillante, ce qu'on peut voir pour l'instant sur ton compte Insta. Donc, au jour où on enregistre, donc, voilà, même 2 mois après, on le verra encore, c'est que tu viens de signer un jeu. Je viens de signer mon premier jeu. Super, on en parlera tout de suite après, dans 2-3 séquences. Et toi, le type de jeu que tu apprécies le plus? Voilà, quand tu as envie de faire un jeu, toi, c'est quoi le type de jeu? Est-ce que tu es plus sur de la pose d'ouvrier, du jeu d'ambiance, du jeu de pli C'est quoi, toi, ta catégorie de jeu fétiche? Je sais pas si j'ai une vraie catégorie de jeu fétiche. Il y a pas mal de choses que je peux apprécier et ça va vraiment dépendre des personnes avec qui je joue aussi, je pense. En fait, je dis ça parce que, par exemple, j'aime beaucoup les jeux d'enquête et j'en fais beaucoup avec mon chéri et c'est un truc où on partage un bon moment et où l'enquête, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en dehors de ça, quand même, je vais plutôt apprécier jouer à du jeu initié, en général, où il y a un minimum de gestion de ressources. Des jeux qui font des combos un peu dans tous les sens, ça j'aime bien. Les trucs satisfaisants, en fait. Je veux pas être frustrée en jouant, moi je veux des trucs satisfaisants partout dans tous les sens. Mais des jeux où il y a une mécanique un peu plus calculatoire, pas du gros jeu avec de grosses figurines, des brouettes de dés. Non, ça me fait peur en fait. Ton jeu du moment? Du moment? Oui, ton jeu là maintenant du moment, si je te dis allez hop, on coupe tout et on se fait une partie de jeu et basta. Ouais, alors on va pas la refaire parce qu'on l'a fait tout à l'heure, mais mon jeu du moment c'est quand même Loot. Donc, bon, en vrai, je serais capable de faire une deuxième partie là. Et ton jeu de tous les temps, là, ton vrai, voilà, s'il y a un jeu on te dit, tu peux être claqué morte, on te dit, on lancerait bien ce jeu-là, tu ferais, allez. Allez. C'est dur aussi. J'en ai 2 qui me viennent en tête. Oui. Quand même le premier parce qu'il a été gros coup de cœur quand il est arrivé, que je l'ai poncé, que j'aime trop ce que ça fait dans ma tête, dans la réflexion. Je crois que c'est It's a Wonderful World. Tu disais que t'en avais 2? T'en avais le deuxième qui te venait en tête, lequel? Wingspan. Ok, oui. Ouais, Wingspan, que j'aime beaucoup aussi. Avec Wingspan qui vient de sortir, il y a... quelques jours? Il n'y a pas longtemps, ouais. Oui, il vient vraiment sortir. Oui, c'est vraiment aussi c'était cette semaine, quoi. Tout chaud, tout frais, quoi. Donc, tout à fait. Non, ce qu'il y a bien avec Wingspan, c'est que c'est vraiment un beau produit, un bon produit. Et moi, un aspect que j'aime bien défendre au niveau du jeu de société, c'est l'aspect culturel. Et là, au niveau culturel, voilà, pour les ornithologues, c'est du pain béni. Ouais, complètement. Il y a même la petite application qui permet d'entendre les chants des oiseaux. Oui. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est trop. Et puis, si tu t'ennuies pendant que les autres passent 3 plombes à réfléchir à leur tour, tu peux lire les petites phrases en dessous pour en apprendre sur les oiseaux. Mais bien sûr. Oui. Beaucoup de joueurs ont une couleur fétiche. Et toi, c'est le... Je sais pas si on voit. Mais c'est le rouge. C'est le rouge. C'est le rouge. Parce que ceux qui écoutent le podcast ne le verront pas. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Mais c'est le rouge.
Je suis prête à me battre pour une couleur fétiche. Vraiment à venir aux mains et tout? Non, mais je peux négocier fort pour avoir ma couleur. Parce que, mais je pense que je suis pas la seule comme ça, vraiment mon cerveau est programmé pour réfléchir par rapport au pion rouge sur le plateau. Et si quelqu'un d'autre a le rouge, forcément à un moment je vais jouer pour lui ou je vais réfléchir par rapport à sa situation de jeu à lui et pas par rapport à la mienne. On vient de parler de couleurs, on va changer d'ambiance, de couleur, pour parler un petit peu de ton enfance. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, nouvelle séquence, nouvelle dégustation. Ah oui. Des cacahuètes au wasabi. Ok. Mais pour bien ressentir les effets, on les prend tous d'un coup. J'aime pas quand on fait ça. Déjà, le premier, j'ai fait l'affaire, mais ça piquait un peu. Mais là, ici, tu en prends un comme ça. Non, ouais. Voilà, ce côté comme ça, qui va te prendre au nez. Tu veux que je m'étouffe? Ok. Je mets tout d'un coup. Je déteste. Comment ils font les autres? Ils sont passés là. Ils pleurent. Bah ça y est. Bon, on y est. Wasabi, cette petite moutarde verte, une ambiance verte. Et donc, on a pris une photo d'une petite mélodie verte. Eh oui. Oh là là. Tu as quel âge là-dessus? C'est une bonne question. J'ai quel âge? Je sais pas, je dois être en CE1. Une petite elfe? Une petite fée? Une petite fée elfe, ouais. Petite fée elfe. Une petite fée elfe, c'était le carnaval de l'école. Ouais. C'était la thématique de l'année, je crois. Ça devait être la nature, la thématique de l'année. Et nous, on était des petites fées de la nature, quoi. Non. Alors, quel âge, là, plus ou moins, tu dis? Je pense CE1, CE2, ouais. Donc, CE1, CE2, c'est pas pareil chez vous? Non. C'est 7-8 ans. Ok. Ouais, ça doit être ça, je pense. Tu es né où et quand? Je suis née le 25 janvier 1996 à Orléans. À Orléans, donc, dans la région centre de France. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Oui. Alors en fait, on est une famille recomposée. Oui. Ma maman a une fille donc, qui est ma sœur, que je considère comme ma sœur. Et mon papa a un fils. D'accord. Bien. Tu jouais déjà beaucoup à cet âge-là. À cet âge-là, c'était quoi pour toi le jeu? J'essaye de voir jusqu'où je peux remonter un souvenir de jeu. Je pense que j'ai toujours joué en fait. Le jeu au sens large, pas forcément le jeu de société. Ouais, complètement, mais du coup, tu vois, même les Barbie, quoi. Oui. À cet âge-là, les Barbie, à fond. Ah ouais. Les Barbie, les Polly Pocket, ouais. Ma famille joue. Oui. Je sais pas trop dire d'où c'est venu à l'origine. Je pense peut-être ma sœur un peu. Ma sœur, elle a 11 ans de plus que moi. Donc elle a eu le temps d'installer ça aussi peut-être dans la famille. Mais en même temps, mes oncles jouent aussi. Et puis petit à petit sont arrivés les autres jeux un peu classiques. Carcassonne chez nous qui est arrivé, qui a pris de la place. Je pense qui a un peu ouvert la porte aux jeux de société. Seven Wonders, Les Aventuriers du Rail. C'est quelqu'un qui a amené ces jeux-là chez toi ou c'est toi qui as téléchargé ces jeux-là? Non, j'étais encore petite et du coup, moi ce que je peux associer aux jeux de société en fait c'est les Noëls en famille où sous le sapin c'est des jeux de société. On s'offre des jeux de société tous dans la famille et que ce soit... nous sur les Noëls on se regroupe en famille assez large, il y a mes parents mais il y a aussi mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, etc. Et en fait, tout le monde. Je pense vraiment que 70% des cadeaux qui sont sous le sapin, c'est des jeux de société, quoi. Et bah forcément, quand à Noël, on reçoit des jeux de société, derrière, on joue aux jeux de société, tous ensemble. Et donc, quand tu jouais, c'était plus avec tes frères, enfin, ton frère et ta sœur ou pas spécifiquement parce qu'ils sont grands, en fait. Donc, ma sœur a 11 ans de plus que moi, mon frère a 14 ans de plus que moi. Ok. J'ai pas vécu très longtemps avec mon frère en plus, donc... non, c'était plus alors, tous ensemble en famille, plutôt avec mes parents. En fait, j'ai beaucoup joué avec mes parents, même un peu plus tard à l'adolescence. Une fois que ma sœur était partie aussi, j'ai vécu toute seule avec mes parents. Et là, oui, on faisait des samedis soirs apéro-jeux, quoi.
C'était... Ok. Et avec les potes de classe, un truc ainsi, c'était pas trop la culture? C'était pas trop le passe-temps, mais... Si, j'ai joué un peu avec des amis, t'as raison, c'est arrivé. Peut-être pas tant qu'en famille quand même, en tout cas j'avais peut-être plus de difficultés à amener un jeu où vraiment on se pose autour d'une table, c'est un jeu où il faut réfléchir, etc. On était peut-être plus sur du loup-garou à l'époque ou sur des jeux un peu plus fun. Oui, c'est ça. Plus d'ambiance. Ouais, plus d'ambiance, ouais. Plus d'ambiance. Est-ce que tu as un gros souvenir d'un jeu ou d'une soirée jeu ou d'un moment de jeu comme ça qui te ramène plein de nostalgie? J'ai un truc qui me vient en tête, je sais pas du tout pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. J'ai souvenir de... Je crois que c'est une semaine de vacances que j'ai passée avec mes grands-parents et où, dans l'hôtel où on dormait, il y avait une salle où on pouvait, avec des tables, etc., on pouvait s'installer pour faire des activités et tout. Je m'étais installée avec mes grands-parents pour jouer à Carcassonne, justement. Ouais. Donc mes grands-parents qui jouaient avec moi aussi, tu vois. Enfin, toute la famille jouait vraiment. Donc là, j'ai joué, moi, avec mes deux grands-parents à Carcassonne. Et puis sur la table derrière, il y avait des gens qui jouaient au poker. Et j'ai souvenir qu'ils soient venus un peu curieux de dire mais qu'est-ce que c'est ça, tu vois, et comment ça fonctionne. Et je pense déjà un peu d'avoir vendu le jeu en disant non mais tu sais, il y a autre chose que ton jeu de cartes là derrière, tu vois. Et pourtant, je pense que j'étais pas grande, je devais avoir une dizaine d'années peut-être, mais... À peu près à cet âge-là, je pense, j'ai fêté un anniversaire chez moi. Ma maman a toujours été très impliquée dans mes anniversaires. Quand on faisait un anniversaire en invitant des copines, on prévoyait des animations, des chasses au trésor, des machins. Enfin, il y avait toujours quelque chose de chouette qui se faisait, quoi. Et je pense que je lui dois mon côté créatif aussi, à ma maman. Et cette fois-là, on avait pensé un genre de jeu de loi Cluedo géant dans toute la maison. Un jeu de loi Cluedo géant. Ouais, en fait c'était un jeu de loi, genre on lançait un dé et on se déplaçait sur une piste. Et il y avait des cases, déjà tu vois on avait inventé des jeux. Et il y avait des cases où quand on arrivait sur la case, on pouvait faire une proposition par rapport au Cluedo. Et donc on incarnait tous un des personnages du Cluedo. On se déplaçait parce que le jeu de loi géant il passait de la cuisine au salon, au bureau, à toutes les pièces en bas là, de la maison. Et on lançait ce dé géant. Et on se déplaçait, et il y avait des cases où genre il y avait des blagues, des devinettes, des machins, des cases où on pouvait gagner des choses, des cases où on avait des indices, donc pour avancer sur le Cluedo. C'était trop bien, j'ai un souvenir de fou de ça. Et autant le souvenir de quand on l'a vécu que le souvenir de quand on l'a préparé, je me revois découper fallait des grandes cases, quoi. Fallait que ce soit nous le pion dessus. Ah oui, c'est carrément des grandes c'est feuilles de cartes. Ouais, en fait, on avait un rouleau de feuilles, on a découpé des cases et on les a collées partout dans la maison, quoi. Imagine que tu es là, juste à côté de toi, mais à cet âge-là. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille là? Quel message tu lui laisserais? Je lui dirais d'avoir confiance en elle, je pense. Tu manques de confiance en toi? Ouais, toujours. Encore maintenant? Ouais. Je le travaille. J'essaye que ce soit moins le cas et de voir quand je fais des choses bien, positives ou qui marchent. Pour autant, oui, je manque de confiance en moi, surtout en lien avec le regard des autres aussi. Je pense que j'ai peur de pas plaire ou j'ai peur de gêner, de déranger, etc. Ça toujours, ouais. Ce qui a peut-être pu me freiner parfois, tu vois, de pas oser faire des choses à cause de ça. Mais pourtant, tu as quand même pas mal évolué. Oui, ouais, je te dis, je travaille dessus, quoi. C'est pas facile encore, mais... Tu as combien d'abonnés pour l'instant sur Insta? C'est ton réseau social le plus important, c'est Instagram? Oui. Oui, donc tu as combien d'abonnés pour l'instant dessus? 1300 à peu près, je crois. 1300 à peu près, donc on va regarder un petit peu. Comment t'en es arrivé jusque-là pour le pourquoi du comment? En passant à la séquence suivante. Ça veut dire chips? Ça veut dire chips. Je vais mourir. Pas encore. Pas encore. Tu crois que je peux préparer par anticipation un truc à boire au cas où, là? Je t'en prie! Ça m'aide. Oh oui. Ça se joue, ouais, ça se joue. Ouais, c'est comme ça. Ah. J'en ai marre, je me fatigue. C'est l'angoisse des chips, tu vois. Des petits nachos triangulaires d'une marque très connue. Ok. Qui ont dit cette fois-ci, on va faire un truc qui pique bien. Qui pique bien. Ok. Faut que je mange tout. Ah, on veut de la peau? T'es sûr? Certain.
J'aime pas trop parce que pour l'instant je trouve que ça va et j'ai peur que ça monte d'un coup. C'est vrai qu'ils avaient 2 catégories dans ceux-là. J'ai pris la deuxième, mais la première elle est plus... Bah, je te remercie d'avoir pris la deuxième. Moi j'apprécie là, tu vois, je passe un bon moment. On est là pour ça. Bah, pas que grâce aux chips, hein, mais... Ouais, petite déception sur ceux-là. Non, ça va. T'inquiète, on se rattrapera sur les suivants. Je sais. Tu as joué de plus en plus, le jeu de société c'est devenu une passion. Qu'est-ce que tu as fait comme ça, ici, maintenant sur la scène ludique, et pourquoi déjà avoir créé un compte Instagram que tu appelles Meeple Bubble? Pourquoi un compte Instagram? Alors ça remonte en fait à une période... Enfin, je pense qu'il faut qu'on remonte un peu plus tôt pour expliquer le pourquoi du compte Instagram. Parce que ça correspond à une période où j'ai travaillé en boutique de jeux peu de temps avant. Oui. Sortilège à Tours, donc. Ils ont plusieurs boutiques? Ils ont plusieurs boutiques, ouais. Plutôt dans l'ouest du pays, dans l'ensemble, plutôt sur la côte ouest. Donc je vois cette annonce, je me dis, trop bien, ça c'est chouette, ça me plaît comme boulot. Je préfère ça que être caissière, enfin voilà. Autant bosser dans un domaine qui me plaît. Autant joindre l'utile à l'agréable. Ouais, et donc j'ai voulu postuler, sauf que je me suis dit, il faut que je fasse vite, quoi. J'avais envie vraiment de ne pas louper le coche et d'y aller vite. Je crois que je suis allée me renseigner d'ailleurs, et puis ensuite, non, je suis même pas, parce que toutes les infos étaient en ligne, et je me suis dit, il faut que ça se démarque. Je peux pas juste arriver avec mon CV et ma lettre de motivation pour un boulot dans le monde du jeu, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus original. Du coup, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, mais à ça, en 24 heures chrono, parce que je voulais postuler le lendemain, bah, je crois que j'ai créé mon premier proto, en fait. Allez. J'ai créé un jeu, alors vraiment, je l'ai encore. T'as pas envie d'y jouer à ce jeu-là, mais c'était un peu la carte en mode... La carte de visite, voilà. Je tente l'originalité, en tout cas. Le principe du jeu, c'était genre un peu comme un... Tu vois un peu les blancs manger coco où t'as une phrase et chacun complète et faut voter pour ce qui est le mieux. Là, t'avais un client qui arrivait, vraiment, le jeu c'était une boutique de jeux. T'avais un client qui arrivait qui disait moi j'aimerais bien un jeu pour jouer avec ma famille, mais bon, ils sont pas trop joueurs. Ou moi j'aimerais bien rigoler avec les copains, mais on n'a pas trop de thunes. Ou moi j'aime bien les gros jeux bien longs et tout. Et puis tous les joueurs avaient en main des cartes sur lesquelles il y avait des jeux de société, puis il fallait qu'ils proposent le jeu qui pour eux répondait le mieux à la demande du client. Et donc ça m'a permis de mettre en avant que bah oui, toutes les boîtes de jeux que j'ai mis dans le jeu, c'est des jeux que je maîtrise et que je connais et que je peux présenter et que je peux expliquer. Ah, mais c'est malin. Et c'est ce boulot-là qui t'a dit, tiens, je vais créer un compte Insta. Alors c'est pas ce boulot-là, mais à partir du moment où j'ai mis le pied dans la boutique et que vraiment je travaillais là, oui, je jouais déjà avant, j'avais une petite ludothèque, mais c'était vraiment une petite ludothèque. Puis là, après, c'était mort, j'avais les pieds dedans, donc je voyais toutes les sorties, je voyais tout ce qui arrivait et tout. Je voulais tout, je voulais tout, tu vois, c'était pas possible. Et donc, j'ai commencé à trouver quelques comptes sur les réseaux qui parlaient de jeux de société, de mémoire, et je sais plus comment je suis tombée sur elles. Mais je crois que la première que j'ai suivie, c'est Barricadé. Ok. Dorine. Ouais, Dorine. Je pense, je sais pas, j'ai dû voir des lives passer ou... En tout cas, c'est la première, je pense, que j'ai suivie sur Instagram. Et puis, après, de fil en aiguille, le monde du jeu, il est quand même petit, tout le monde se connaît un petit peu, etc. Donc, Dorine, elle a parlé d'autres personnes, de Pénélope, par exemple. Oui. Je suis allée un peu plus voir ce que faisait Pénélope. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu. Puis, j'ai vu qu'il y avait plein de monde dans le monde du jeu. Et je suis arrivée sur le Discord, à l'époque, des meeples francophones. Et puis, des gens qui lançaient des comptes Instagram, comme ça. Et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça, en fait. C'est trop bien de parler... du jeu sur les réseaux, j'en parle en boutique, pourquoi j'en parlerais pas aussi un peu sur les réseaux, et ça me plaît, et c'est une activité créative qui me botte aussi, je pense que j'ai toujours aimé créer. Et du coup, pourquoi Meeple Bubble? D'où ça vient? Parce que je me suis dit, ok, on fait un compte Instagram, c'est bien, mais on va essayer de pas faire le même que tout le monde. Ok, et tu as voulu te différencier sur quoi? J'ai voulu me différencier, alors j'ai un peu réfléchi, et en fait, je pense que ça vient du film Toy Story, que j'aime trop. En fait, cette idée des petits jouets qui vivent, qui parlent, qui ont des pensées, qui se déplacent, etc. Ouais, ok. Et je me suis dit, mais ça se trouve, les pièces dans nos boîtes de jeux, là, elles aussi, elles vivent.
elle pense, elle se fout de nous quand on joue et qu'on fait un mauvais coup avec elle, tu vois. Waouh! Et du coup, j'ai dit, c'est ça en fait. Je vais présenter les jeux, mais à travers eux, c'est eux qui vont parler du jeu dans lequel ils sont. C'est un autre angle d'approche qui est... C'était une idée innovante sur le papier. Derrière, en fait, c'était une idée un peu chiante à mettre en application. Ça marchait pas pour tous les matériels de boîte de jeu. C'était finalement assez contraignant et restrictif dans ce que je pouvais faire. Ça me retirait un peu de la liberté au niveau de la création. Ce qui fait que maintenant, c'est un peu moins le cas et moins axé sur ça. Et je ne m'oblige plus à avoir un meeple qui parle sur chaque poste parce que voilà. Bien. Et la suite des projets au niveau ludique, du coup? Alors oui, donc... oui, parce que du coup, il y a eu mon application donc, sur l'île des Meeples, avec laquelle on a organisé des Secret Santa ludiques aussi. Ah oui, c'est chouette. C'est chouette ça comme démarche. Ça fait 4 ans peut-être bien. Il y a peut-être eu 4 éditions. Les premières, elles étaient organisées par Fiona, Miss Meeple BG. Oui. Qui c'est elle qui avait géré au début. Puis on a repris la main avec Marie, gère des jeux. Ok. Et puis là, c'était moi sur la dernière édition et je pense que je vais continuer sur les prochaines. C'est chouette aussi. Ah, c'est ça chouette. permet de faire du lien et de rassembler un peu toutes ces personnes qui aiment le jeu, qui parlent du jeu sur Instagram. Et puis d'avoir des échanges peut-être avec des personnes avec qui on n'aurait pas échangé autrement. Voilà. Et donc le dernier projet en date, c'est la création d'un proto. La création d'un proto. Ouais. Ah bien, on va en parler. Et on va en parler dans la prochaine séquence. Voilà, donc ça c'est une chips que tu connais. C'est bien ce qui me fait peur. Parce que lors de ta dernière venue dans nos contrées belges, tu es passé au bar de Enjoy. On s'est re-rencontrés là-bas. Et t'as pleuré un petit peu déjà là-dessus. J'ai pleuré fort. Voilà, et t'en as mangé qu'une. Ici, il y en a 4 à manger. J'ai mangé un quart de chips. J'ai même pas mangé la chips en entier. Et là, il y en a 4 à manger. Pourquoi t'en as mis? En vrai, 3, c'est bien. Tout le monde en a eu 4 à chaque fois. Ah, et donc... Pas... J'ai les miennes, j'ai les 4 miennes. Et je t'avoue que, connaissant les faits à l'entrée et à la sortie, je suis... ouais. Il y en a une là, elle est très rouge. Hein. Ah, mais c'est les meilleurs. Je pense qu'il vaut mieux que je les mette toutes en même temps, non? Je gobe. Allez. Ça fera moins on fait mal. les 4. On fait les 4 en même temps? Allez. Non, je sais pas ce que je Défi accepté. Non. Défi accepté. Allez. Pourquoi je parle à voix haute comme ça? Vas-y, montre-moi ce que ça fait. Les 4 en même temps. Gros ouin. Magnifique. Je suis pas prête. J'ai tout mangé, tu manges tout. Hein. Oui. Eh non. Salut. Toi, t'as l'habitude d'être comme ça, mais jamais je mange ça. Allez. Les 4 d'un coup, t'as dit. T'as dit les 4 d'un coup, c'est les 4 d'un coup. Mais je vais mourir. Non, mais j'ai pas dit les 4 d'un coup, j'ai dit peut-être qu'il faudrait que je mange les 4 d'un coup. Advienne que pourra. Non, mais quoi, advienne que pourra. Bah attends, je suis toujours en vie, non? Oui. C'est bah fini, alors. ça y est? Ça te pique plus là? Non. Tu mens. Oui. Je te déteste. J'ai gardé la pire pour la fin. Mais oui. Oh, ça va, ça va. C'était la pire. Inspirez, expirez. Chill, tout va bien. Tu bluffes Martoni. Et donc tu as créé un proto. Qui s'appelle comment? Attends. Laisse-moi le temps. Je bluffe de ouf, ça fait trop mal. On dirait que tu vas t'effondrer en larmes. Oui, je vais. Je peux respirer. C'était chouette de créer un proto? C'était cool. C'était cool. Je te parle plus. C'était quoi le principe? C'est quoi le principe de ton jeu? Attends.
Mais parle-moi de ton jeu. Maintenant, on est là pour parler de ton jeu. Mais c'était quand même super gratifiant de voir qu'on a signé un jeu. Je peux pas parler là. Tu veux pas me parler? Tu me fais pleurer. Oh, mais tu pleures vraiment? Mais non! C'est mon vouloir, tu vas me mettre mal à l'aise. Je vais culpabiliser. Culpabilise pas, je pleure très vite, très fort, même de rire. Ok. Mais là, je pleure pas de rire. Tu pleures de douleur? T'es un vilain. Mais oui. Secoue bien. On n'y arrive à rien. Survivre. Et faites pas ça, hein. Franchement, faites pas ça. Le nom de ton jeu. Ouais. Actuellement. Alors, actuellement, il s'appelle Sons of Ragnar. Oui. Thématique. Thématique viking. Thématique viking. Thématique viking, tout à fait. On incarne une garde viking. Oui. En tout cas, un peuple viking qui va vouloir partir un peu à l'aventure dans une expédition et donc on partir à bord du Drakkar. Donc on crée une expédition de vikings. On crée une expédition de vikings, on prépare des vikings, on les équipe pour partir en expédition. Globalement, la mécanique c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer la mécanique qui est sortie de ta caboche? Oui, pas que de la mienne. Aussi pas que de la tienne. Ah, vous êtes plusieurs auteurs du coup dessus. On est 2 dessus, c'est aussi sorti de la tête de Florian Siriex. Florian Siriex, qui a fait After Us, qui a fait La planche des pirates. Oui. Aussi. Oui. Qui a fait Imaginarium aussi. Donc, on va premier parler de la mécanique et après on va discuter de l'histoire. La mécanique, c'est quoi? Donc aujourd'hui, la mécanique, c'est un système de draft et de gestion de ressources et surtout, on va avoir tout un intérêt dans les prises de décision. Ok. Et en fait, pour pouvoir optimiser de la meilleure façon possible nos différents gardes. D'accord. Comment ça va se passer? On va jouer une main de 5 gardes. On va avoir une main de 7 gardes, parmi lesquels on va en choisir un à intégrer à notre garde. 2 qu'on va défausser et qui vont nous rapporter des ressources. Ok. Et puis les 2 suivants, on les fera passer à notre voisin de gauche. D'accord. Une fois que c'est fait, on va avoir la possibilité de réaliser différentes actions. Les gardes qui sont donc à côté de notre jarl vont pouvoir être équipés. Ils demandent un certain nombre de ressources pour être équipés. Si j'ai les ressources nécessaires, alors je peux les équiper. Et ils me rapporteront des points de victoire à la fin de la partie, puisqu'ils partiront sur le Drakkar. D'accord. En revanche, si j'ai envie de virer un garde, parce qu'en fait on n'a que 4 emplacements, si j'ai envie d'en virer un qui n'est pas équipé, il va sortir directement et il ne me portera pas de points en fin de partie. D'accord. Les gardes ont aussi des pouvoirs et il va y avoir tout un système d'optimisation pour faire le meilleur combo possible. Par exemple, des pouvoirs qui vont nous permettre de gagner des ressources quand il se passe quelque chose, d'autres pouvoirs qui vont nous dire que justement quand on gagne cette ressource-là, on va gagner un point de victoire, ou on va pouvoir aussi gagner des points en fonction de ce qu'on passe aux voisins, de où sont positionnées nos cartes dans la garde, etc. Ce qui fait un petit peu écho et le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, le jeu Wingspan, construction de tableaux et de moteur de jeu. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis dans la gestion de ressources. Et dans la gestion de ressources aussi, donc bien. Tout à fait. Oui, on est sur un moteur, une construction de moteur, une construction de tableau, mais réduit, très accessible. Et surtout que, si je reviens sur Wingspan, ton tableau, tu le construis, mais tu le renouvelles pas. Ici, ton tableau, tu le renouvelles. Et oui, et du coup, tu dois le casser. Et tu dois le casser. Donc, tu dois apprendre à casser ton tableau pour le reconstruire avec un autre moteur qui va t'engranger des autres trucs. Et je trouve ça très, très, très malin de ne pas rester dans son effet boule de neige, parce que tu dois toujours tout le temps te renouveler et t'adapter. C'est ça. Je trouve ça très, très malin. Ce qui peut amener la toute petite touche frustrante de merde, mon truc il marche trop bien et je suis obligée de le péter, quoi. Faut que j'en vire un pour en mettre un autre. Mais du coup, qui nous pousse effectivement, comme tu dis, à changer, à renouveler et à faire. Donc on a une main de 5 cartes, on a 4 slots pour les placer. Oui. Voilà, mais quand les 4 slots sont pleins, donc on est obligé à chaque fois de
placer un viking sur un slot. Tout à Si fait. tous les slots sont pris, on doit en virer un. Donc soit il est équipé, Et il monte sur le dans le dracard car. et il rapportera des points à la fin de la partie. Ok. Soit il n'est pas équipé Tu et je veux l'équipes- quand même le retirer. Tu l'équipes avec les ressources que Ouais. tu as Stocké. que tu as eu avec les 2 vikings que tu expliquais tout à l'heure qu'on a Oui. défaussés. Ou bien avec des pouvoirs activés aussi, puisqu'il y a des pouvoirs de vikings qui nous permettent de gagner des ressources quand on fait telle ou telle action. C'est août dernier qu'on a commencé à le travailler. Mhm. Peu de temps après, il y a Vichy. Festival, oui. Flo présente le jeu à quelques éditeurs, il me fait des retours en disant ça marche plutôt bien, mais il faut qu'on continue à le bosser, etc. Et entre ça et Vichy, vous l'avez fait tourner auprès de personnes pour voir Flo si- l'a fait tourner un peu, moi j'avais plus de difficultés parce qu'encore une fois j'avais pas trop de monde autour de moi. Oui, il l'avait fait jouer un petit peu, mais en même temps entre août et Vichy, il y avait genre 3 semaines quoi. Tu vois, en 3 semaines on a bossé un premier jeu à présenter en mode voilà. Voilà, on a un truc. On a un truc. Et puis, après, l'objectif suivant, du coup, ça a été Cannes. Oui, ok. Ça a été Cannes en février dernier, Oui. où on a rebossé le jeu par rapport à ça, et où là, ça a été un peu mon premier grand bain aussi de « Bah viens, maintenant c'est bien, t'as créé un jeu, bah, tu vas le présenter à des éditeurs. » Ah oui, d'accord. Bah oui. Oui, faut passer par là. Ok, on y va. C'est lui qui a pris les rendez-vous pour toi et tout. C'est lui qui a pris les rendez-vous pour nous, du coup, et ouais, quand je te dis c'est une relation de mentorat, c'est vraiment ça. Enfin, donc pour Cannes, effectivement, il avait pris des rendez-vous avec des éditeurs, puis on est arrivés tous les deux pour présenter notre petit proto. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des vidéos de présentation? Vous avez Non, envoyé un mail? Vous avez... par mail, en fait, Flo, il avait des contacts avec Ok. des éditeurs avec qui il a pris des rendez-vous, Mhm. et voilà, en parlant un peu du jeu, et pour qu'on puisse leur présenter ensuite. Et donc, Et donc on présente à des éditeurs, il y en a 2 qui gardent une boîte. Bien. Ouais, déjà moi j'étais contente, tu vois, je sentais, c'était rigolo, mais... Pardon, je perds ma voix. C'était rigolo, mais je sentais aussi que Flo était un peu... presque déçu pour moi qu'on n'ait pas plus d'accroche sur le jeu que ça, alors que moi je attends, c'est déjà trop bien. Là je suis à Cannes, je présente notre jeu à des éditeurs, et il y en a 2 qui gardent la boîte. Enfin, stop, ça me va en fait, c'est très bien, c'est notre première expérience, c'est trop bien. Et du coup, c'est un de ces deux-là qui l'a signé? Non. D'accord. Donc, tu as 2 éditeurs qui te prennent Non. ta boîte, mais c'est pas chez eux que tu Il signes. y a 2 éditeurs qui me prennent ma boîte, 2 semaines et demie après ça, à peu près, je pense. Vraiment, je pense qu'on est genre 2 semaines après avoir pété notre jeu, parce que qu'on se le dise, ok, on a gardé des mécaniques cool, notamment cette mécanique de draft un peu particulière qu'on a aujourd'hui, qui existait déjà avant, mais on a quand même pété ce qu'on avait sur le tableau building, on a pété... Donc, ce que vous avez présenté premier à Vichy, et puis maintenant, c'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu. Il n'y a pas que la thématique qui a changé. Voilà. Mais est-ce qu'il y a encore des éléments communs entre les deux, ou alors le jeu a vraiment totalement évolué pour être totalement transformé et il n'y a plus rien du matériau de base. Ou alors il y a encore une petite touche, un petit noyau de base du jeu, encore maintenant, de votre projet initial. Pardon. Oh. Il y a des choses qui sont restées, bien sûr, du projet initial, dans ce qu'on aimait bien, en fait. Justement, à ce moment-là, on s'est remis un peu en question au niveau de notre jeu, de dire, ok, qu'est-ce qu'on aime bien dans le jeu? Qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui colle pas avec la thématique? Et ce qu'on aimait bien, c'était ce système de draft où les 5 cartes que tu as dans les mains, bah, faut que tu choisisses, mais elles peuvent à la fois te servir soit comme personnage chez toi, soit comme ressource, soit être passé au voisin et activer des pouvoirs. Et c'est ce qui est resté du premier... Ça, c'est ce qui est resté. Ok. Ça existait déjà et c'est resté. On a réduit, donc on avait un tableau building en 4x4, on est passé sur un truc où on n'a que 4 cartes devant nous. Mais bon, on joue quand même un peu toujours avec ces contraintes de placement aussi qu'on avait déjà un peu avant. Ça existait déjà. Maintenant, oui, on a changé la thématique, on a changé quand même les pouvoirs des cartes, c'est plus du tout les mêmes. Tout ça, on a retravaillé. Et donc, 2 semaines après avoir tout pété, il présente le jeu à 2 éditeurs, dont Ludonote. Ok. Donc tu dis 2 semaines après avoir tout pété, donc vous avez retravaillé dessus pendant 2 semaines? Ouais. Vous avez bossé dessus pendant 2 semaines? Ouais. Et 2 semaines après... Et on était trop satisfaits de ce qu'on avait, on était en mode mais putain, ça marche mieux que ce qu'on avait pendant 8 mois avant là. Ok. Ça c'est mieux. Et il y avait vraiment du truc satisfaisant quand on y jouait, tu vois. Ok. Et donc ouais, il présente à Ludonote et à Catch-Up. Et le lundi qui suit, au travail, je reçois un appel de Cédric. Cédric Lefebvre? Ouais, de Ludonote. Et il me dit, je crois que ton hypnose a fonctionné. Alors, il faut savoir que je fais de l'hypnose, déjà, commençons par là.
Ok. Je pratique l'hypnose. Ah, on va en parler juste après alors. On pourra en parler juste On va après. pouvoir en parler juste après, mais ça c'est intéressant. J'ai fait de l'hypnose et à Toulouse, à l'Alchimie, Cédric était chaud pour se faire hypnotiser, et donc je l'ai hypnotisé. Pour qu'ils prennent ton jeu. Peut-être, non. Non, pas... J'ai l'extrait si vous voulez. Vous savez comment faire signer un jeu? Non, pas pour qu'ils prennent mon jeu, d'autant qu'à l'époque, le jeu, c'était pas ça, tu vois. Mais je l'ai hypnotisé, une séance d'hypnose ludique, mais on en parlera tout à l'heure, des petits trucs fun. Et donc là, il m'envoie ce message, je crois que ton hypnose a fonctionné. Hein? Tu vois, je commence à me dire quand même, putain, Flo lui a présenté le jeu il y a pas longtemps, il me dit ça. À la fois, je commençais à y penser, je me dis non. Non, mais t'oses pas y croire. Ouais, j'ose pas y croire. En vrai, clairement, j'ose pas y croire. Et donc, je le rappelle à midi. Déjà, je peine, j'essaie de le rappeler. Il décroche pas. Là, tu veux savoir. Et il décroche pas. Je réessaye de le rappeler. Il décroche pas. Là, c'est Flo qui m'appelle. Et il crée une conversation de groupe dans laquelle il y a Flo, Cédric et moi. Ok. Et donc, Cédric m'annonce que ouais, l'hypnose, je crois que ça marche encore. Hein. T'as dû oublier de me déshypnotiser parce que j'ai joué à Sons of Ragnar et c'est cool, hein. Ouais, je trouve que c'est cool aussi, mais... Non, mais c'est cool, on signe. Hein? Oh, oui, carrément, tu vois. Enfin, finalement, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est 2 semaines après avoir tout pété le jeu. Il suffisait tu vois, ça faisait 8 mois qu'on bossait sur une forme du jeu, et en fait, on a tout cassé. Et en s'appuyant sur quand même ce qui nous plaisait avant, voilà, c'était ça qui manquait pour... Donc 2 semaines après avoir cassé le jeu, c'est bon, il téléphone et vous allez signer chez lui. Ouais. On va signer, enfin, on va pas signer chez lui, parce qu'en fait, il faut savoir que lui, il est genre, si je dis pas de bêtises, pas loin de Limoges, que Flo est du côté de Béziers, et que moi je suis à Bourges. Autant te dire, voilà, c'est cool pour se retrouver. Pour vous couvrez la France si on triangularise. Voilà. Mais il se trouve que, après une semaine, 10 jours après ce coup de téléphone, Flo et Cédric étaient censés se rejoindre à Toulouse pour bosser d'autres projets ensemble. Ok. Et ils m'ont dit, en fait, tu viens du coup? On en profite, tu viens? Je dis, oui, je viens. Carrément. Évidemment. Carrément, d'autant que ça correspondait, le week-end d'avant, j'ai participé à une game jam à Paris. Ok. Et ça me permettait direct de prendre un train à Paris et de dire, c'est bon, j'enchaîne, je go Toulouse et puis on va signer, quoi. Mais c'est magnifique. Et on a signé à Toulouse. Tout ça sur une base d'hypnose. Et donc, quand tu pratiques l'hypnose, tu mets les gens dans une certaine ambiance, dans une certaine osmose, voilà. Et donc, on va voir ce que peut faire le changement d'ambiance pour discuter hypnose. Et donc, pour bien te mettre dans de bonnes conditions, on va passer à la dernière dégustation. C'est une purée de salade de fruits. Oh, cool. Sympa. Bah oui, hein, si, regarde, attends. Regarde. Alors, cerise, purée de mandarine, vinaigre de riz, sucre de canne, purée de pêche, ananas, purée d'abricot, pulpe d'orange, purée de poire, orange. Elle me croit pas en plus. Tiens, lila compo. C'est vrai. Non, tu mens. Purée de piment Carolina Reaper. Il y avait ça en premier tableau. Ah, je les appelle la première ligne. Par contre, c'est quand même... le premier ingrédient, c'est le piment. Et après, il y a la mandarine, le sucre, la pêche, l'ananas, tout ça. Mais ouais, j'ai peut-être zappé la première ligne, mais c'est pas... Oui. Ouais. Allez, t'as vu le nombre de fruits par rapport au piment? Oui. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Je me sens mal juste d'avoir touché le truc. Est-ce que tu te souviens à Cannes, quand tu m'as fait manger juste... C'était quoi? Ouais, c'était un petit jalapeno, ça. Eh bah ouais, mais il m'éclatait la gueule déjà. T'as vu la dose que t'as mis là? Jamais je mange les 3. Hein. Déjà, si j'en goûte un, je sens l'odeur. À l'odeur, ça sent fort le piment déjà. Ça sent le vinaigre. Non, ça sent le piment. À l'odeur, ça sent le vinaigre. Ça sent le piment trop fort, tu sais, celui qui fait vomir. Pourquoi t'as mis tout ça? Bah parce que sinon, on sent pas le goût. Faut goûter les fruits. Vas-y. En vrai. Attends, ça vient. C'était bien au début? C'était fruité, hein? Ah oui. Moi, j'ai senti un peu le fruité. Ah. C'est louche parce qu'en vrai, j'aime... Attends, ça vient.
J'étais en mode, là, j'aime pas le goût. Le goût pourrait me donner envie de vomir. Ah ouais? En fait, ah ça y est, ça monte. Ça vient, ça y est, ça arrive. C'est bon. Allez, prends-en vite un deuxième avant que ça attaque de trop. En fait, ça... Ah, le bâtard. Ça me fait le goût exactement penser au shooter dont je t'ai parlé l'autre jour, un shooter un peu anisé. Ah oui, elle fait rouge, là. C'est ça? Ah, ça y est, ça y est. C'est... Un petit deuxième? Allez. Pour la performance. Je l'avais mieux essuyé l'autre. Non, oh non, ouais, en entier. J'ai une petite bouche. C'est pas bon. C'est pas bon? Non, les autres c'était bon. Ça, c'est pas bon. Ah, c'est dégueu. Tu fais donc de l'hypnose. Oui. Tu t'es formé donc à l'hypnose. Hypnose thérapeutique carrément? Faut que t'arrêtes de me parler quand ça pique. Bah écoute, non mais j'aimerais savoir un petit peu comment ça... Pourquoi t'en es venu à l'hypnose en fait? Attends, je suis en train de me faire attaquer par la deuxième vague là. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à te former à l'hypnose et après à la pratiquer? Alors, je crois que mon histoire avec l'hypnose, c'est d'abord que j'ai été curieuse. Ça pique. Suite à des émissions à la télé, genre Mesmer, Star sous hypnose. Oui. Où j'ai d'abord voulu me renseigner, me dire, mais vas-y. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai, ça existe ou pas, est-ce que c'est fake, enfin... Et donc j'ai cherché un peu sur internet et au fil de mes recherches, je suis tombée sur un forum, un site et un forum, qui s'appelait Street Hypnose, où il y avait des gens qui se filmaient en train de faire de l'hypnose dans la rue. Ouais. J'ai cherché un peu à lire, à comprendre est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que ça marche pas. Et je me suis inscrite sur ce forum et pour avoir ces renseignements-là. Et quand je me suis inscrite, on nous demande de nous présenter. Donc je me suis présentée en disant qui j'étais. À ce moment-là, je faisais de la photo, donc j'ai balancé le lien de mon site photo pour montrer un peu ce que je faisais, etc. Et il y a quelqu'un direct qui m'a répondu « Eh mais attends, je reconnais une de mes meilleures potes sur tes photos. On doit avoir un contact en commun. Viens si tu veux. Je viens ce samedi à Orléans faire de l'hypnose de rue. Viens nous voir. » Je dis bah grave, en fait trop curieuse, je veux venir voir comment ça marche, moi je veux me faire hypnotiser, enfin je veux comprendre quoi. Ouais. Et ça a commencé là, où j'ai vécu un peu ma première séance d'hypnose à ce moment-là, où j'ai, en tant moi que sujet hypnotisé, j'ai trop kiffé l'expérience. Et j'ai dit mais vas-y, mais en fait déjà moi je veux apprendre ça, c'est trop bien, je veux aussi faire vivre ça aux autres. Et j'ai envie de comprendre comment ça marche, parce que si on arrive à faire ça, si on arrive dans la rue, en fait dans la rue c'est de l'hypnose ludique, y a rien de thérapeutique, c'est juste montrer aux gens que l'hypnose ça existe, que ça marche, et que ça peut avoir des intérêts. Et donc pour ça on fait de l'hypnose ludique, dont le but n'est pas de faire du spectacle, c'est pas de faire rire le monde autour, mais c'est pour la personne de vivre un moment agréable. Et dans les suggestions, il y avait par exemple le fait d'avoir l'impression d'avoir les pieds collés au sol, d'oublier un chiffre, d'oublier un prénom, etc. Je me dis, mais attends, si on est capable de faire ça à notre Donc tu as un pouvoir de suggestion qui permet à la personne de vraiment oublier un nombre. Ouais, d'avoir la sensation d'avoir oublié le nombre. Alors certains. Et donc tu peux leur suggérer n'importe quoi, faire n'importe quoi aux gens? Non, on peut pas faire n'importe quoi aux gens sous hypnose. En fait, on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui veut pas ou qui est contre ses valeurs ou quoi sous hypnose. C'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que les personnes restent conscientes sous hypnose. Et c'est un peu des fois ce qui est biaisé à la télé, où on nous fait croire que c'est on manipule la personne elle dort, elle se rend pas compte, etc. Non. Quand on est sous hypnose, on reste conscient d'une part, et puis on est un peu acteur de la séance aussi, il faut en avoir envie. Mais quand on voit justement des gars comme Mesmer qui entendent les gens comme ça avec un claquement de doigts, c'est faux. C'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a plusieurs choses. Quand c'est Mesmer Star sous hypnose, par exemple, c'est vrai ce qui se passe, mais c'est des personnes qui ont déjà été hypnotisées préalablement, c'est pas leur première séance d'hypnose, donc elles ont l'habitude de réagir à l'hypnose et elles sont
préparé pour réagir vite à l'hypnose quand il passe à la télé. Ça prend longtemps pour hypnotiser quelqu'un? Ça dépend de chacun. Moi, une séance d'hypnose dans la rue, en 5 minutes, on peut hypnotiser quelqu'un, et en 5 minutes, elle peut avoir les pieds collés au sol, oublier un chiffre, parfois rencontrer sa star préférée. Il y a des personnes, il leur faut 1 heure pour que ça marche. Ça dépend. Tu saurais le faire, là? Ouais, je saurais le faire, là. Ouais? Ouais. On tente? Ah bah, si tu veux. Allez. Ok. Et je dois faire quelque chose? Tu peux rester là où t'es pour l'instant, si tu veux. Ouais. Ok. Je vais te proposer un jeu d'imagination pour commencer, si tu es d'accord. Parce qu'en fait, avec l'hypnose, on utilise beaucoup l'imagination. Ouais. Donc, je vais te proposer de tendre tes 2 mains comme ça devant toi. Même de les mettre comme ça, plutôt. Comme ça? Ouais. Je fais comme ça? Tu les regardes bien, puis tu fermes les yeux. Ok. Et je vais te proposer de retourner une de tes 2 mains paume vers le haut, celle que tu veux. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que dans cette main, juste ici, tu imagines quelque chose de très très lourd. Par exemple, une grosse pile de livres, mais pas juste des petits livres, des grosses encyclopédies bien bien lourdes. Et tu vas commencer à sentir le poids sur ce bras qui va commencer à baisser petit à petit. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque inspiration que tu vas prendre, on pourrait imaginer qu'il y a 2 fois plus de livres sur le bras. Que le bras est 2 fois plus lourd. Et au contraire, juste là, on pourrait imaginer une ficelle avec des ballons d'hélium. Un peu comme dans le film Là-haut, si les ballons sont capables de soulever une maison, ils doivent bien être capables de soulever un bras. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, et ce que j'aime bien dire, c'est que là, c'est toi qui es en train de t'hypnotiser, c'est pas moi, c'est toi avec ton imagination. Ce qui fait que moi, même si j'arrête de parler, ou si je parle d'autre chose, tant que toi tu continues à imaginer cette immense pile de livres d'un côté et tous ces ballons de l'autre, alors tes bras vont continuer à s'écarter de plus en plus. Exactement comme ça. Ok, on peut faire une pause, garde tes bras où ils sont, ouvre les yeux. Merde. Ah oui, enfin, je sens mon bras tendu comme pas possible. Il est lourd. Souvent, on sent plus le lourd. Je sens même, limite mes muscles qui sont en train de lutter contre quelque chose. Ouais, t'as quelle quantité de livres là? Bah, je vois, je sais pas, une pile qui monte jusqu'au plafond. Ah ouais, ok, oui, bah c'est lourd, ouais. Ouais, tu peux en lâcher, vas-y, laisse tomber les livres. Ah, c'est endolori ici. T'as regardé en haut parce qu'ils sont tombés? Je sais pas. Enfin, t'as retiré ton bras puis t'as eu le réflexe de regarder en l'air. Ils vont pas te tomber dessus, hein. Ah, c'est dingue. Ouais. Ah, je me sens un peu bizarre en fait. Je sais pas. C'est le travail de l'imagination en fait. Ouais. C'est juste grâce à l'imagination. Ouais. Waouh. Comment tu te sens? Endolori ici. Et je vais pas dire un sentiment de légèreté, mais un peu chamboulé. Chamboulé, ok. Ouais, un peu chamboulé. Parce que c'est surprenant ou chamboulé émotionnellement? Émotionnellement, oui. Ok. Oui. Ok. Oui. Là, je sens mes émotions qui pourraient travailler de manière excessive. Oui. Alors, c'est vrai que quand on est sous hypnose, on est dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Ouais. On utilise beaucoup l'imagination, mais on est aussi, comme on est dans un état modifié de conscience, on peut être un peu plus attentif à tous nos ressentis. Là, je t'ai demandé en plus de te concentrer sur tes ressentis, tes bras, etc. Oui. Tu es dans une position où tu te concentres sur toi-même et du coup, tu peux aussi te concentrer d'autant plus sur tes ressentis émotionnels. Ok. Et quand il y a quelque chose qui monte, bah... des fois, Oui, on ça, le oui, sent voilà, et ok. Voilà. Donc, tu disais que tu travailles en psychologie avec l'aide sociale à l'enfance. Tu utilises l'hypnose avec eux? Ouais, ça m'arrive. Alors, pas systématiquement. D'autant que j'évite aussi un peu d'utiliser l'hypnose avec les tout petits parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on utilise beaucoup l'imagination en hypnose. Et quand on est petit, la frontière entre l'imaginaire et le réel, elle est parfois un peu floue. Donc, il faut être vigilant avec la façon dont on utilise l'hypnose. Mais avec les plus grands, ouais, je l'utilise carrément. Pour tout ce qui est gestion émotionnelle, c'est top. Pour tout ce qui est gestion des angoisses, de l'anxiété, ça marche bien. Avant de clôturer l'interview, tu m'avais une fois parlé d'un truc que j'ai trouvé assez interpellant, un truc qui t'est arrivé que tu es très jeune, si tu acceptes d'en parler ou pas. Ouais, complètement. Ouais. Je peux même faire un lien, en fait, aussi avec l'hypnose, et je pense que ça répond à quand tu me dis tu crois que tu allais y chercher quelque chose là-dedans? Ouais. Je sais pas si j'allais y chercher quelque chose, mais j'y ai trouvé quelque chose.
j'ai fait un AVC quand j'avais 11 ans. Et alors je rentrerai un peu dans les détails ensuite, mais à ce moment-là, ça avait atteint mon champ de vision, que j'avais perdu, mais je m'en souviens pas trop, c'était quand j'étais dans le coma. Je sais que suite à cet épisode-là, il me manquait un peu de champ de vision sur la droite, que j'ai a priori récupéré progressivement au fil des années, mais j'avais toujours cette sensation de il me manquait un truc ici et je voyais plus de ce côté-là que de ce côté-là. Pas grand-chose, hein, je pense vraiment si c'est 15%, mais la sensation qu'il me manquait un petit peu par là. Et pour en revenir à l'hypnose, entre hypnotiseurs, on s'hypnotise un peu entre nous assez régulièrement parce que, comme je te dis, j'aime beaucoup hypnotiser les gens, leur proposer de vivre cette chose, mais moi j'adore le vivre aussi. Et il y a un de mes amis qui m'a dit « Mais attends, je vais te faire une séance d'hypnose, c'est ma séance préférée. Elle est basée sur l'augmentation, le développement des sens. Tu vas entendre les choses différemment, tu vas sentir avec plus de précision, tu vas voir plus de détails, etc. » Cet ami ne savait pas que j'avais fait un AVC, il ne savait pas qu'il me manquait un bout de champ de vision. Et donc il me fait sa séance, et j'ouvre les yeux, et là j'ai récupéré ce bout de champ de vision qui me manquait à droite. Donc moi je m'effondre en larmes, lui il comprend pas, il pense m'avoir fait sa meilleure séance d'hypnose, il comprend pas ce qui se passe. Je lui explique. Et donc suite à ça, je repère quand même ce bout de champ de vision. Mais je comprends que c'est quelque chose que je peux travailler. Et avec l'hypnose, petit à petit, j'ai pu le travailler pour le récupérer. Et ça, c'est quelque chose que je peux, maintenant, avec du recul, un peu analyser, interpréter, en me disant que j'ai fait un AVC à 11 ans, déjà, c'est pas normal. Mais non, oui, non. Je m'en suis sortie quasiment sans aucune séquelle. Et je pense qu'il y avait besoin qu'il y ait, pour moi, une trace de cet événement, tu vois. Et finalement, ça, c'est pas si handicapant. Et mon cerveau a dû dire, vas-y, on retire un bout du champ de vision, là, et on laisse et tu l'as encore cette trace-là. Et non, en fait, l'hypnose, ça m'a permis de le retravailler pour le récupérer. Aujourd'hui, il ne me manque plus. Mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on pense parfois être physiologiques, physionomiques, bref, oui, qu'on pense être de l'ordre fonctionnel et qui sont pour beaucoup psychosomatiques ou qui sont des conséquences de psychotrauma, tu vois. Enfin, et tu n'es que en séquelles, tu n'avais que le champ de vision, alors tu as eu des autres séquelles qui se sont résorbées avec le temps. Sur le moment, on s'est dit que le champ de vision. J'avais la sensation que c'était que le champ de vision. Peut-être que j'étais fatiguée un peu quand même suite à l'AVC. Maintenant, aujourd'hui, ça m'arrive parfois, mais peut-être que je psychote un peu aussi, tu vois, mais de me demander si ma fatigabilité, c'est pas dû à ça à un moment ou pas, si parfois j'ai l'impression de manquer, d'avoir des trous de mémoire énormes. Je me demande si c'est pas lié à ça ou pas. C'est peut-être lié complètement à autre chose, hein. Peut-être juste je suis trop souvent sur les écrans, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est forcément une question que je me pose. En théorie, non, j'ai pas gardé d'autres séquelles que ça. D'accord. Ce qui est fou. Oui, parce que... Ce qui est trop bien. Par contre, j'ai pas gardé d'autres séquelles, mais je dis souvent quelque chose qui des fois choque les gens en mode, mais non, parfois je parle de mon AVC comme d'une chance. Ouais. Dans le sens Dans le sens où ça a vraiment façonné qui je suis aujourd'hui. Ça a eu plein de... Je pense que c'est affreux que je dise ça comme ça parce que ça a été hyper dur pour mes proches à vivre et même pour moi, c'était toutes les années qui ont suivi, il n'y avait pas un jour sans que je pense à mon AVC et aujourd'hui encore, il y a plein de choses qui m'y ramènent, tu vois. Mais je le ressens comme une chance parce que je serais pas qui je suis aujourd'hui si je l'avais pas vécu. J'aurais pas eu ce rapport-là à l'image, j'aurais pas eu ce rapport-là à la vie où aujourd'hui, en fait, juste j'ai envie de vivre à fond et de pas perdre de temps. Alors des fois c'est chiant parce que je suis hyper... je peux être un peu anxieuse, je peux avoir envie d'être hyper speed parce que je veux pas perdre le moindre temps. Et mon mec, des fois, il est en mode, mais pose-toi en fait. Non mais je comprends. Oui, on a le temps, on sait pas en fait si on a le temps, donc laisse-moi vivre mes trucs, tu vois. Je comprends ça. Et ouais, je pense que ça a pas mal joué. Et dans mes relations aux autres aussi, je pense que... Enfin voilà, la relation d'accompagnement que j'ai au quotidien aussi avec les jeunes, etc., c'est empreint de ça, quoi. On va tout doucement clôturer. Mais on va passer au petit mot de la fin. Okay. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Merci à toi. Ça va? Alors, ton ressenti? En vrai de vrai? Ouais. Je crois que je m'attendais à pire. Ouais. J'ai survécu. Même les premières, elles étaient bonnes. Enfin, moi, ces deux-là, c'était bon. Ouais.
Bon, après, ça... t'es sûr que tu veux pas le finir? Non, je pense pas. On repasse en mode rouge et... T'as vu la dose de... Non, je finis pas ça. Bon. Non. Regarde. Non, T'es fou. J'ai mangé juste ce qu'il fallait, là, c'est bien. C'était cool. Eh bien, donc tu as fini ton hot game, tu as tout mangé, tu as droit à une petite récompense. Mais non. Ouais, t'as droit à ton t-shirt hot game. Oh, trop chouette. Nous, on a fait la petite photo de la vignette en début Oui. d'émission, juste avant l'interview, et je vais te demander si tu veux bien vouloir me la dédicacer. Pas grave. Putain, je sais pas écrire. Merci pour ce beau moment. Bubule. Longue vie ludique à la Yarskona Bubule. Waouh. Voilà, cadeau. Trop bien. C'est pour toi aussi. Merci. Bien, donc on peut te suivre sur tes réseaux, dont Instagram, principalement Instagram. Ouais, principalement voilà, Instagram. t'as pas d'autres médias sur lesquels on peut te suivre? Aujourd'hui, pas d'autres médias, ce sera sur Instagram. Peut-être qu'un jour, je me réveillerai pour publier davantage. Sinon, quand même, ce que je partage le plus, c'est mes moments ludiques en ce moment. Donc, les moments de partage de jeux avec d'autres passionnés, les moments autour de la création du jeu. Voilà. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo et dans le descriptif du podcast les liens vers ton compte Instagram pour que les auditeurs et les spectateurs puissent te suivre. Cool. Je serais ravie d'échanger avec eux parce que c'est quand même l'humain avant tout, quoi. Ouais, le jeu de société, c'est jouer les gens, jouer le jeu. Oui. Merci à tous d'avoir regardé ou écouté la vidéo et le podcast. On se retrouve le mois prochain, toujours le mercredi le plus proche du 15 du mois, pour un nouvel épisode de Hot Game. Et d'ici là, merci de bien partager la vidéo, la liker, toutes les actions qu'on vous demande un petit peu partout, oui, je vous les demande aussi parce que ça aide à promouvoir la chaîne, ça aide à avoir de superbes invités tels que Mélodie. Et bon jeu à tous. À bientôt.